Alors bonjour, aujourd'hui on va poursuivre nos apprentissages en parlant des acides et des bases, donc comment les identifier. Donc ce qu'on a déjà vu par le passé, donc l'an dernier, c'est selon la théorie d'Arrhenius. Donc la théorie d'Arrhenius, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'un acide, ça libère des ions H+, en solution aqueuse. Donc par exemple, si je prends l'acide chlorhydrique, bien, en solution aqueuse va libérer des ions H+, et des ions Cl-. Donc, en regardant la formule moléculaire de l'acide, on peut voir là, si c'est possible ou pas de libérer des ions H+. Pour ce qui est des bases, bien, selon la théorie d'Arrhenius, une base va plutôt libérer des ions OH- en solution aqueuse. Donc, par exemple, si je prends l'hydroxyde de sodium, donc en phase aqueuse va libérer des ions Na+, et des ions OH- qui va là, conférer à la solution son caractère basique. Donc, la théorie d'Arrhenius là, me permet de facilement reconnaître les acides et les bases là, en observant leur formule moléculaire. Par contre, la théorie d'Arrhenius, elle a des limites. Donc, la première, c'est qu'elle ne convient qu'aux solutions aqueuses. Et la deuxième, c'est bien qu'elle n'explique pas le comportement basique de certaines substances comme l'ammoniac. Donc, quand on regarde la formule moléculaire de l'ammoniac, NH3, bien, on pourrait penser qu'elle va libérer des ions H+ en solution. Or, ce n'est pas le cas. Donc, NH3 en solution, ça confère un caractère basique. Donc, pour expliquer cette situation-là, on a dû attendre une quarantaine d'années, donc en 1923. Donc, la théorie de Bronsted et Lowry, donc Bronsted et Lowry, deux scientifiques là, qui sont arrivés à des conclusions semblables. Donc, selon cette théorie-là, l'acide, ben, c'est plutôt une substance qui est capable de donner à une autre substance un ou plusieurs ions H+. Donc, c'est quand même assez semblable à la théorie d'Arrhenius. Donc, on parle toujours d'ions H+. Par contre, on dit donner à une autre substance et non pas seulement libérer un ion H+. Donc, pour le donner à une autre substance, ben, ça prend une autre substance en présence qui va venir capter cet ion H+-là et c'est la définition qu'on va donner à une base. Donc, la base, ben, c'est cette autre substance-là qui, elle, est capable de capter un ou plusieurs ions H+, qui proviennent d'une autre substance qui était l'acide. Donc, selon cette théorie-là de Bronsted et Lowry, ben, il n'y a pas d'acide sans présence d'une base et inversement, puisqu'il doit y avoir échange d'ions H+ entre les deux. Donc, sur quoi ça se base cette théorie-là? Bien, on va observer les configurations électroniques là, pour comprendre. Donc, si je regarde la configuration électronique de l'hydrogène, bien, j'observe que dans le noyau de l'hydrogène, ben, j'ai un proton avec aucun neutron et j'ai un seul électron euh, dans le nuage électronique. Donc, pour former l'ion H+, ben, l'hydrogène va céder un électron. Donc, si je regarde la configuration électronique de l'ion H+, bien, je n'ai plus d'électrons et j'ai simplement un proton sans aucun neutron. Donc, dans le fond, la configuration électronique de l'ion H+, ben, c'est que c'est simplement un proton. Donc, la théorie de Bronsted-Lowry, c'est que ben, il est peu probable qu'un proton se promène comme ça et ne soit pas jumelé à une autre substance là, qui va l'attirer parce qu'elle est chargée négativement. Donc, c'est ce qui va donner naissance là, à cette théorie-là là, d'échange d'ions H+. Donc, le proton ne peut demeurer sous forme de particule indépendante. Il sera donc transféré à une autre substance qu'on va appeler la base. Donc, si on regarde ces deux théories-là, dans le cas des acides et des bases fortes, puis par la suite dans le cas des acides et des bases faibles. Donc, selon la théorie d'Arrhenius, quand j'ai un acide fort, donc je vais représenter l'équation, je reprends mon HCl. Donc, c'est un acide fort, ça veut dire fortement dissocié, donc va former les ions H+
en solution et les ions Cl-. Donc, on n'aura pas ici d'état d'équilibre puisque c'est fortement dissocié, là, presque à 100%. Donc, si j'illustre la même réaction, mais que je le fais selon la théorie de Bronsted et Lowry. Ben, selon Bronsted et Lowry, on se rappelle que si j'ai un acide, ça prend une base. Donc, j'ai mon acide ici qui est le HCl. Donc, mon acide. Puis là, ben, ce qu'on dit, c'est que ça prend une base. Donc, la seule autre substance en présence, c'est l'eau. H2O liquide devient donc la base. Donc, qu'est-ce qui va se produire? L'acide, qui est un donneur de protons, va céder un proton à H2O, ce qui va nous donner au final, donc H2O vient de gagner un H+, donc on va obtenir H3O+, on appelle cet ion-là l'ion hydronium en phase aqueuse, et HCl, qui a perdu son proton, va former l'ion Cl-. Donc, on observe ici que dans les deux cas, ben, j'ai quand même l'ion Cl-. J'ai une petite différence ici, H+, et H3O+. Donc, ça, ce sont des espèces analogues. Donc, on pourrait dire, là, entre guillemets, la même chose. Donc, selon la théorie de Bronsted-Lowry, on va avoir ici un acide qui a cédé son proton pour former Cl-. Donc, Cl- pourrait théoriquement regagner un proton. Donc, on va appeler là, cette substance-là une base conjuguée de l'acide qui était acide chlorhydrique. Et pareillement, la base qui était l'eau qui a gagné un proton, ben, forme ici ce qu'on appelle un acide conjugué. Donc, pourrait théoriquement céder ce proton-là qu'elle a gagné. Donc, acide conjugué de la base qui, dans ce cas-ci, est l'eau. Donc, quand on va écrire une équation selon la théorie de Bronsted-Lowry, on va toujours voir des couples acide-base conjuguée et un autre couple base-acide conjugué. Donc, on utilise là, ce vocabulaire-là pour éviter de mélanger ce qu'on a du côté des réactifs et ce qu'on retrouve du côté des produits. Donc, on peut faire la même chose pour ce qui est des bases fortes. Donc, par exemple, base forte NaOH, donc qu'on reprend selon la théorie d'Arrhenius. Donc, on avait hydroxyde de sodium en solution va libérer des ions Na+, en phase aqueuse et des ions OH- en phase aqueuse. Donc, on n'a pas d'état d'équilibre, on parle d'une base forte, c'est-à-dire fortement dissociée. Donc, si je veux écrire la même équation, mais en utilisant la théorie de Bronsted et Lowry, ben, j'ai une base, mon NaOH, qui est la base. Et là, on se rappelle, théorie de Bronsted-Lowry, ben, ça me prend un acide. Donc, comme je le mets dans l'eau, la seule autre substance en présence, c'est l'eau à l'état liquide. Donc, qui va, dans ce cas-ci, jouer le rôle d'acide. Donc, on voit que l'eau change de rôle ici. Donc, dans l'équation précédente, elle était une base. Maintenant, elle est un acide. Donc, c'est ce qu'on appelle une substance amphotère. L'eau peut soit gagner un électron, donc avec une base, ou bien, comme dans le cas qui est illustré ici, elle peut céder un ion H+, et donc jouer le rôle d'acide. Donc, il y a quelques substances comme ça qui peuvent jouer l'un ou l'autre des deux rôles. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, on va avoir nos ions Na+, en phase aqueuse. On va avoir la présence d'eau à l'état liquide et on va avoir les ions OH- en phase aqueuse. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que oui, l'eau cède son proton, mais ça va reformer quand même H2O liquide. Et comme on a vu dans la loi de Hess, ben, on peut éliminer ces deux ces deux formules moléculaires-là. Donc, l'eau est à la fois du côté des réactifs et des produits. Donc, quand j'écris l'équation ionique nette, selon la théorie de Bronsted-Lowry, ben, j'obtiens la même équation que selon la théorie d'Arrhenius. Donc, on ne va pas utiliser là, la théorie de Bronsted-Lowry pour écrire
les équations parce que de toute façon, on revient à la même chose que la théorie d'Arrhenius, là, dans le cas des bases fortes. Là, donc, à chaque fois qu'on va voir un hydroxyde métallique, NaOH, CaOH deux fois, donc KOH, ça va toujours revenir à cette équation-là. On va voir tantôt que ce n'est pas le cas pour les bases faibles. Donc, si on continue justement, mais en parlant des acides faibles. Donc, selon la théorie d'Arrhenius, si je prends un acide faible, par exemple l'acide fluorhydrique en phase aqueuse. Donc, pourquoi on écrit en phase aqueuse ici? C'est que l'acide fluorhydrique, quand je vais le mettre dans l'eau, ben, il va se dissocier, mais faiblement. Donc, il y a une partie, donc la majeure partie de l'acide fluorhydrique va rester sous sa forme moléculaire et il va être plutôt faiblement dissocié. Donc, il va se dissocier en ion H+, et en ion F-, mais se dissocie faiblement, donc va éventuellement atteindre l'état d'équilibre, donc où je vais avoir là, un équilibre dynamique entre la dissociation de l'acide fluorhydrique et sa formation. Donc, qui dit état d'équilibre dit constante d'équilibre. Donc, si j'écris l'expression de la constante d'équilibre ici, donc concentration d'ion H+, fois concentration d'ion F- sur concentration d'acide fluorhydrique. Donc, et on voit ici qu'on pourrait aussi écrire le pH. On aurait pu le faire aussi dans le cas de l'acide fort. Donc, comme j'ai une concentration d'ion H+, ben, je peux déterminer un potentiel hydrogène en faisant moins le logarithme de la concentration d'ion H+. Donc, ça, ce n'est pas exclusif aux bases faibles. On aurait pu le faire aussi pas aux bases faibles, mais aux acides faibles. On aurait pu le faire aussi pour l'acide fort. Donc, si on continue et qu'on va écrire selon la théorie de Bronsted-Lowry, si on fait le même travail, mais là, dans ce cas-ci, selon la théorie de Bronsted et Lowry, ben là, on se rappelle que si j'ai un acide, ça me prend une base. Donc, l'acide fluorhydrique est en phase aqueuse. Donc, on a illustré ici les molécules. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Bien, l'acide fluorhydrique, HF, en phase aqueuse, va venir céder son proton à l'eau. Donc, il y a un transfert ici qui se fait vers l'eau. Donc, on a l'acide et on a ici la base qui reçoit le proton. Donc, le proton est cédé, H+. Donc, ça va nous donner, ben, l'eau ici qui a gagné son proton va former l'ion hydronium, donc H3O+, en phase aqueuse, et l'ion F- en phase aqueuse ici. Donc, et on va atteindre l'état d'équilibre, comme illustré précédemment, parce qu'on a ici une base, pas une base, mais un acide faible, donc faiblement dissocié. Donc, on a toujours, dans ce cas-ci, notre couple acide et base conjuguée. Donc, l'acide fluorhydrique devient F-, hein, parce que cédé son proton. Donc, on va parler ici de base conjuguée. Et l'eau, H2O, qui a gagné son proton, qui forme H3O+. Donc, on va parler ici d'acide conjugué. D'ailleurs, si on observe bien notre équation, ben, on voit que dans la réaction directe, HF cède un proton à H+, mais quand je regarde l'équation inverse, ben, c'est plutôt ici H3O+, qui vient céder son proton à F-, qui devient donc une base. Donc, en réaction inverse, H3O+ cède son proton, donc devient l'acide, et F- gagne le proton, donc devient la base. On ajoute conjugué là, pour différencier les deux. Donc, on a, comme précédemment dit, là, notre couple acide-base conjuguée et le deuxième couple base-acide conjugué. On va observer la même chose pour les bases fortes. Mais on pourrait aussi écrire, avant de continuer, notre constante d'équilibre, hein, parce qu'on a une situation d'équilibre. Donc ici, la constante d'équilibre
Donc, ce serait H3O+, donc concentration d'H3O+, fois concentration de F- sur concentration de HF. Donc, on n'écrit pas l'eau parce qu'elle est à l'état liquide, donc ne rentre pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Et on voit apparaître ici H3O+, au lieu de H+, donc qui sont des espèces analogues. Donc, ça va revenir à la même concentration. Donc, parfois, on pourrait aussi, par exemple, exprimer le pH en disant que c'est moins le logarithme de la concentration H3O+, puisque ce sont des espèces analogues. Donc, on a une constante d'équilibre ici, une constante d'équilibre selon les concentrations. Par contre, comme elle concerne particulièrement les acides, on va lui donner le nom de constante d'acidité. Donc, on va venir écrire Ka ici parce qu'elle concerne les acides. Les acides faibles, bien sûr, parce que dans le cas des acides forts, ben, on n'atteint pas l'état d'équilibre. Donc, s'il n'y a pas d'état d'équilibre, ben, il ne peut pas avoir de constante d'équilibre. Donc, on va terminer ça en regardant pour ce qui est des bases faibles. Donc, selon la théorie d'Arrhenius, si je prends une base faible, dans ce cas-ci, on va utiliser NH3 en phase aqueuse. Et là, ça devient difficile hein, de justifier pourquoi j'aurais des ions OH- en solution parce que j'ai pas l'atome oxygène ici, donc c'est difficile de le retrouver. Donc, on ne pourra pas utiliser la théorie d'Arrhenius pour écrire l'équation pour les bases faibles. Donc, on va plutôt prendre hein, la théorie de Bronsted et Lowry pour les bases faibles. Donc, si j'illustre mon NH3, qui est ma base ici, ben, on a dit ben, ça prend donc un acide. Donc, dans ce cas-ci, l'eau va jouer le rôle d'acide. Donc, plus H2O, liquide. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'eau va venir céder un ion H+, donc va jouer le rôle d'acide qui est donneur d'ion H+, et le NH3 va jouer le rôle de la base qui vient capter les ions H+. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, mon NH4 vient de, pas mon NH4, mais mon NH3 vient de gagner un proton, donc forme NH4+. Et ici, on a le OH-, hein, qu'on vient expliquer sa présence parce que l'eau a cédé un H+, et donc formé l'ion OH-. Donc, NH4+ en solution et OH- en solution. Comme on a une base faible, ben, on va finir par atteindre l'état d'équilibre entre la dissociation là, et la formation de NH3. Donc, on va avoir encore une fois notre couple base-acide conjugué. Et acide devient base conjuguée. Donc, si on regarde la réaction inverse, ben, on voit que c'est plutôt le NH4+, hein, qui vient céder, oui, son ion H+, ici. Donc, quand on regarde l'équation inverse, bien, le NH4+, joue le rôle d'acide et le OH- qui devient un capteur d'ion H+, joue le rôle de la base. Donc, c'est ce qui explique là, ce renversement des rôles-là. Donc, qui dit état d'équilibre dit constante d'équilibre. Donc, dans ce cas-ci, constante d'équilibre, concentration de NH4+, fois la concentration de OH- sur la concentration de NH3. Donc, bien sûr, on n'écrit pas l'eau parce que l'eau est à l'état liquide. Donc, comme cette constante d'équilibre-là va concerner les bases faibles, donc faiblement dissociées, on va aussi lui donner un nom, euh, comme pour l'autre, la constante précédente, donc dans ce cas-ci, constante de basicité. Donc, ce ne sont pas vraiment des nouvelles constantes parce que c'est des constantes, dans le fond, en fonction des concentrations, comme on a déjà vu, sauf que comme elles concernent les acides, on va parler de constante d'acidité, et si elles concernent une base, on va parler de constante de basicité. Et c'est seulement le cas pour les acides et les bases faibles, parce que dans le cas des acides et des bases fortes, pardon, on n'atteint pas l'état d'équilibre, donc c'est pas possible d'avoir une constante d'équilibre. Donc, dans les prochains cours,
on va voir là, à quoi ça sert ces constantes-là d'acidité et de basicité et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, vous pouvez faire maintenant les exercices là, qui concernent la théorie de Bronsted et Lowry là, qui sont à la suite sur la plateforme